avec comme plus tard Une foule en liesse et des feux d'artifice pour acclamer cette nuit le passage de bus transportant les 90 prisonniers palestiniens libérés de la prison israélienne d'Ofer en Cisjordanie occupée. En échange, au terme de 15 mois de captivité, Romy Gonen, Doron Steinbrecher et Émilie Damari, 3 otages israéliennes, ont été libérées hier à Gaza. Elles sont en bonne santé, selon Tsahal. On en parle toujours avec Marion Van Rottergem, avec Tristan Banon et avec Dominique Seux. Et on prend sans tarder la direction du terrain pour vous retrouver, Solène Rioux. Merci beaucoup d'être avec nous en direct avec Julie Janus depuis Tel Aviv. Mesdames, il reste désormais 94 otages, toujours aux mains du Hamas. Oui, absolument, et c'est source évidemment de beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on a vu ici d'avant tout hier soir, c'est beaucoup d'émotions chez ces familles d'otages. À chaque nouvelle étape de la libération franchie, des larmes sur les visages, des oufs de soulagement, avec des familles tout de même qui pensaient d'ores et déjà aux prochaines échéances. Vous savez que 4 otages seront libérés dès samedi, puis 3 chaque semaine pendant 4 semaines, et enfin 14 le 42e jour. Et les Israéliens qu'on a rencontrés sur cette place des otages avec Julie Janus hier soir nous disaient être très préoccupés par la suite. L'un d'entre eux, par exemple, nous expliquait, je le cite, « Je crains que ce que le Hamas nous a envoyé soit ce qu'il a de mieux. Ce que j'ai très peur que les prochains otages ne soient pas en si bonne santé, voire qu'ils ne soient pas en vie. » Et ça, c'est l'angoisse ultime des familles qui nous confient avoir le sentiment de vivre une loterie abominable avec des questions sans réponse. Par exemple, Hadas Calderon, l'ex-femme de l'otage franco-israélien Ofer Calderon, qui est encore captif à l'heure où on se parle, nous disait ce week-end être incapable de se préparer, refuser de se préparer à toute éventualité, refuser de croire à l'impensable, car ces interrogations évidemment hantent ces familles d'otages qui attendent maintenant dans l'incertitude depuis 471 jours. Merci beaucoup Solène Rioux avec Julie Janus. On se retrouve dans quelques instants pour se dire à quel point ce cessez-le-feu est fragile. Je voudrais qu'on revoie les images incroyablement puissantes et touchantes des retrouvailles entre les otages et leurs familles. Comme cela, où on peut peut-être d'abord laisser aller un petit peu l'émotion. Tristan Banon. Moi, hier, j'ai été très, très marquée par justement cette émotion, par les images de la place des otages à Tel Aviv, où on a vu toute une population retenir son souffle, être vraiment en apnée, et par ce contraste avec les images qu'on a vues de Gaza, où ça a effectivement tiré des feux d'artifice, où ça a hurlé des chants de haine aux Juifs. Je n'ai jamais vu, puisqu'on en a beaucoup parlé pendant des jours et des jours, de cette histoire de possible génocide. Je n'ai jamais vu un génocide qui prenait fin avec des génocidés qui négociaient leur trêve et qui saluaient le retour de prisonniers dont certains, il faut quand même le dire, sont des prisonniers qui étaient des prisonniers à perpétuité condamnés pour des meurtres de juifs. C'est de ça dont on parle. C'est pas des otages de l'autre côté qui ont été libérés. J'ai jamais vu un génocide qui finissait comme ça, avec une population génocidée qui hurlait sa haine des Juifs et son bonheur d'avoir obtenu une trêve. Jamais. J'ai été très choquée par ce paradoxe. Je vous laisse réagir peut-être aux propos de Tristan Banon, Marion Van Rottergem, Dominique Seux. Comment dire, je pense que on est quand même dans un moment politique. En même temps, l'émotion n'est pas séparable du moment politique. Ces échanges de prisonniers, c'est vrai que la libération des otages implique la libération de terroristes palestiniens, ce qui veut dire que le Hamas ne sera jamais éradiqué. Il est déjà en train de se reconstituer. C'est ce qu'a dit aussi Anthony Blinken, c'est que selon lui, alors on peut y lire un peu de l'amertume du fait que ça a été lu comme une victoire de Trump, mais il a dit il y a déjà de 13 à 17 000 nouveaux militants du Hamas, c'est-à-dire le nombre de ceux qui ont été éradiqués, et il y a le fait que ces libérations d'otages
Et cette trêve ne signe pas pour autant la paix et la fin de la guerre, parce que toutes les questions politiques restent en suspens. Est-ce que vous parlez de possible génocide? Parce que c'est ce qui a été dit, répété par la France insoumise, en long, en large, en travers, le génocide par la Cour internationale aussi. Non, la Cour internationale ne l'a pas reconnu. Elle a posé la question. Elle a posé la question, c'est pas la même chose. Le génocide en cours à Gaza, que ne l'a-t-on entendu pendant plus de 400 C'est-à-dire qu'on a entendu le mot génocide à un moment où il n'était pas approprié, et au fur et à mesure, le fait de priver une population d'eau, de créer une famine dans certaines parties de la population pourrait s'apparenter à une volonté génocidaire. Maintenant, c'est à la justice de trancher sur les mots. La justice le dira. Dominique Seux. Moi, ce qui me frappe dans les images, puisque c'était la question que vous nous posiez, c'est la cruauté dans la cruauté. C'est-à-dire que on ne sait pas qui est vivant. Des personnes vont être rendues, mais on ne sait pas si on va rendre des dépouilles ou des personnes vivantes. Ça, de la part du Hamas, c'est invraisemblable quand même. Enfin, c'est la cruauté dans la cruauté, c'est inouï. Je comprends aussi l'amertume des Israéliens qui doivent relâcher un certain nombre de personnes qui ont commis des actes terroristes ou criminels. On peut les qualifier différemment. Moi, je me souviens que Sinwar, le cerveau des attentats du 7 octobre, avait été libéré en 2011. Et donc, ils se disent peut-être aujourd'hui, ben voilà ce que nous préparons pour les années qui viennent. Et évidemment, en même temps, on comprend le soulagement de la population de Gaza. Alors, génocide, pas génocide, il n'y a pas de volonté d'extermination de la population dans son ensemble. Et on est évidemment très très loin des données qu'on a pu avoir dans l'histoire sur les 3 exemples de génocide qu'on cite habituellement en Arménie, au Rwanda et évidemment en Allemagne, Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que la paix, est-ce que la paix est derrière? On n'ose plus y croire vraiment. Alors, avant de vous entendre, Tristan, je vous vois, mais on va reprendre la direction du terrain, comme je le disais. Solène Rioux nous y attend avec Julie Janus. Prochain échange de prisonniers samedi, c'est ce qu'annonce le Hamas. Il faut comprendre, Solène, que tout ça est extrêmement fragile, non en désaccord avec l'accord de trêve. Je prends un exemple. Plusieurs ministres d'extrême droite démissionnent du gouvernement de Netanyahou. C'est un exemple, par exemple, des points de fragilité, voire de précarité de ce qui est en train de se passer? Oui, absolument. Et d'ailleurs, ce matin, Israël affirme que la transition d'une étape à l'autre de cet accord ne sera pas automatique, quand de son côté, le Hamas appelle les médiateurs à faire pression pour que cet accord soit respecté jusqu'au bout. Mais avant tout, ce qui explique que cet accord soit extrêmement fragile, c'est sa durée. 42 jours pour la première phase, bien plus pour les phases 2 et 3 de cet accord. Et ça laisse évidemment la porte ouverte à toute possibilité de violation, d'incompréhension, de discussion supplémentaire. C'est ce qu'on a vécu par exemple hier avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec quelques heures de retard. À cause de quoi? De problèmes techniques, de problèmes de communication. Et il y a évidemment aussi cette pression politique dont vous avez parlé sur les épaules de Benyamin Netanyahou, avec la démission hier de son ministre de la Sécurité intérieure, Ben Gvir, qui fragilise largement la coalition de l'actuel Premier ministre israélien. Merci Solène Rioux avec Julie Janus sur le terrain. Merci à toutes les deux pour votre travail. Tristan Banon, avant d'avancer dans l'émission. Oui, juste en un mot, j'ai été aussi très marquée par les équivalences qui ont été faites et par des politiques et par des médias entre le retour de ces 3 otages qui sont 3 femmes innocentes dont 2 sont entrées blessées, il faut le dire quand même, et ces prisonniers libérés. Parmi ces prisonniers, il y avait 3 membres de la cellule Silwan du Hamas. Ce sont des responsables d'un attentat qui a eu lieu à la cafétéria Frank Sinatra, certains s'en souviennent peut-être, c'était en 2002, et il y avait eu 9 morts, dont un étudiant français. Donc c'est ça qu'on a libéré. Donc l'équivalence me paraît être franchement déplacée.